Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On souhaite la bienvenue à la présence pour une nouvelle soirée consacrée cette fois à la rééducation maxillofaciale avec notre professeur Monsieur Blapes. Donc toujours avec l'Union marocaine des kinésithérapeutes. Je pense qu'actuellement vous avez l'habitude c'est une série de différents webinaires concernant des thématiques différentes. Donc nous souhaitons encore la bienvenue à Monsieur Blapes pour cette thématique de cette soirée. Et sans trop tarder, nous allons lui donner la parole pour commencer l'introduction. Et puis, au long de la présentation, envoyez-nous vos questions et sur lesquelles on va essayer de répondre tout au long de cette thématique. Sans trop tarder, je donne la parole à M. Bled. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Simran. D'abord, permettez-moi de vous remercier, l'association marocaine des physio-kinésithérapeutes, région Casa-Strat, secteur libéral, et l'Union des kinésithérapeutes, secteur libéral, de m'avoir invité pour ce live. J'espère, Inch'Allah, que le sujet, bien sûr, qui est, je pense, qui est très intéressant pour la plupart des rééducateurs, même les orthophonistes, les kinésithérapeutes et les médecins de rééducation. J'espère, Inch'Allah, que ce sujet, bien sûr, déclenche une certaine discussion entre nous et bien sûr avec les participants. Voilà, donc avant de démarrer, j'aimerais bien vous donner une petite image sur la spécialité en rééducation maxillofaciale. L'histoire, bien sûr, mon vécu personnel avec cette spécialité remonte presque à 2010 dans le service de chirurgie maxillofaciale au CHU de Casablanca. Ils ont invité à l'époque Madame Breton, c'est une kinésithérapeute spécialiste en maxillofacial, et à partir de cette date, j'ai commencé à faire des formations et auto-formations au sein du CHU et en secteur libéral. Par la suite, avec ma présence dans le service de chirurgie plastique et débrûlée, bien sûr, c'est un service qui touche d'une manière très importante les affections de la face et aussi, bien sûr, une atteinte de l'ATM d'une manière directe ou indirecte. Donc, sans trop tarder, je passe directement à mon sujet. Voilà. Voilà, donc... très bien. Donc, je vais parler des principes de la rééducation maxillofaciale. Lorsqu'on vous entendez la rééducation maxillofaciale, on pense toujours à l'ATM. L'ATM, c'est l'articulation temporomandibulaire. Cette rééducation qui est devenue aujourd'hui une véritable spécialité et elle touche tout ce qui est dysfonctionnement de cette articulation, les atteintes neurologiques de la face, la traumatologie de la face, les troubles occlusodentaires, les malformations mandibulaires et maxillaires, les tumeurs de la face et bien sûr les tumeurs, on va voir par la suite tout ce qui est cancer des voies aérodigestives supérieures et les brûlures de la face et du cou. Le fonctionnement temporomandibulaire a longtemps été connu sous le nom de syndrome de Costin. C'est l'ORL qui a, bien sûr, qui a dépisté dans la première fois cette pathologie, devenue par la suite SAM, ça veut dire le syndrome algodysfonctionnel de l'articulation temporomandibulaire, qui touche l'appareil mandibucateur. Donc, c'est un syndrome
puisque c'est un syndrome, c'est un ensemble des symptômes et des signes. Donc, ce n'est pas une pathologie qui est très simple, mais vraiment, elle est très compliquée. Ça veut dire que c'est un ensemble des signes qui sont associés. Les SADAM, en général, ne sont jamais, au quasi jamais simples ni évidents. Ce sont des affections complexes et multiformes. Ils peuvent présenter un visage bien différent d'un patient à l'autre. Ça veut dire chaque patient il a une image spéciale pour cette pathologie. La rééducation, en général, la rééducation de cette pathologie, bien sûr, se base sur plusieurs bien sûr, bilans. Il ne faut pas passer directement, il faut rétablir des 10 bilans qui sont assez précis et par la suite, on peut rétablir un plan de traitement. Je vais commencer par tout ce qui est relation avec la posture. Selon l'auteur Saint-Bossi, il a imaginé l'homme se forme d'un empilement des disques durs et des disques mous. Bien sûr, par exemple, on trouve la tête, c'est un disque dur qui se trouve sur la colonne cervicale, qui est un disque mou, qui se trouve sur la cage thoracique ou bien la colonne dorsale, qui est un disque dur, qui se trouve sur le ventre, qui est un disque mou, et la même chose, le ventre sur le bassin, qui est un disque dur. Et avec une très bonne rééducation, on peut bien sûr rendre une certaine force à ces disques mous qui vont devenir par la suite du support pour les disques durs sus et sous-jacents. Ce qui nous concerne dans cette loi, c'est la région occipito-cervicale. Occipito-cervicale qui est très importante. Il ne faut pas imaginer une rééducation maxillofaciale sans traiter l'articulation ou bien la jonction occipito-cervicale. Cette jonction qui joue un rôle très important. La plupart des pathologies mandibulaires ou bien temporomandibulaires presque viennent de dysfonctionnement ou bien des troubles au niveau de cette zone ou bien au niveau de cette charnière occipito-cervicale. C'est une zone qui est bien sûr richement innervée et vascularisée, et nous avons surtout des récepteurs, des mécanorécepteurs qui sont bien sûr, c'est une zone qui se base lors de la rééducation beaucoup plus sur la proprioceptivité. On ne peut pas imaginer une bonne stabilité, un bon fonctionnement de l'ATM sans passer par cette charnière occipito-cervicale. Voilà. Il faut savoir que la vie pour l'homme, c'est une lutte perpétuelle entre les expanseurs et les fléchisseurs. C'est pour ça qu'il faut toujours, avec la gravité qui tire toujours et la pesanteur qui tire toujours la tête vers le bas, il faut toujours chercher une très bonne musculature, ça veut dire des bons expanseurs. Donc, si on ne met pas la tête et la colonne cervicale bien dans la ligne longitudinale, ça veut dire qu'il faut toujours attendre des maux ou bien des pathologies au niveau de cette articulation temporomandibulaire. Ça nous parle un petit peu de la posture. Donc, la posture, elle a bien sûr une influence directe sur l'ATM. C'est pour ça, normalement, il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger la posture de la personne. Lorsqu'on se trouve devant un patient qui se plaint des douleurs mandibulaires, avant de démarrer, parmi les bilans de base, c'est de faire un examen posturologique. Il faut chercher est-ce qu'il y a des malformations ailleurs.
par exemple, la théorie de Vignon, qui parle des changements de posture de la tête. S'il y a des changements de posture de la tête, ces changements, ou bien ce changement provoque un changement dentaire. Donc, bien sûr, les arcades dentaires, maxillaires et mandibulaires, un sujet en posture normale, bien sûr, on peut avoir, bien sûr, une très bonne, bien sûr, euh, contact dentaire. S'il y a, par exemple, des troubles de posture, par exemple, ici, voilà, c'est un patient, bien sûr, une patiente qui a une propulsion du bassin, voilà, une propulsion du bassin. Pour compenser, elle redresse sa colonne dorsale et cervicale en arrière pour, bien sûr, avoir un alignement de la ligne de gravité, pour qu'elle tombe dans l'alignement de la ligne de gravité, ce qui donne, bien sûr, par la suite, un glissement de la mandibule vers l'avant. Voilà, une promandibulée. Voilà, promandibulée, c'est une déformation, bien sûr, qui peut, voilà, suite à bien sûr, à ce trouble postural. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'un phénomène ascendant. Ça veut dire, à partir de la colonne, des déformations de la colonne vertébrale, on a une malformation, bien une déformation dentaire. Par exemple, ici, chez ce bonhomme, qui a une attitude cervicale avec la tête un peu penchée en avant, cette posture, c'est un problème postural qui pousse ou bien qui donne beaucoup plus un recul de la mandibule, si vous voulez, ou bien d'une manière ou d'une autre, on peut parler d'un glissement vers l'avant de la région ou bien de l'arcade maxillaire ou bien du maxillaire. Voilà, ici, on parle d'une rétromandibulée. Rétromandibulée, c'est une malformation qui est connue si le patient arrive, bien sûr, à corriger la posture qui est, bien sûr, la porte d'entrée de ces problèmes mandibulaires. On peut avoir une correction par la suite. La théorie de Vignon parle toujours du changement de posture de la tête, peuvent produire un changement des différents contacts occlusaux. La position de la tête, elle nous pousse, voilà, ici c'est une patiente qui a une biance droite, et si vous voyez la ligne inter-incisive supérieure qui ne tombe pas ou qui ne se trouve pas sur le même alignement que la ligne incisive inférieure basse. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème ici un problème occlusal avec une déviation à gauche de mandibule. Voilà. Voilà. Pardon. Voilà, ici, on fait attention, on garde la patiente. Qu'est-ce qu'on demande à la patiente de faire ici? Je demande à la patiente d'amener toujours les bouts du cordon dans la ligne incisive et je demande à la patiente par la suite de garder toujours la ligne incisive sur la même ligne sagittale. Voilà, sur la même ligne sagittale. C'est une correction active. Voilà, c'est une correction active. Voilà. Voilà. Voilà, je demande à la patiente de mettre les cordons sur la même ligne inter-incisive. Ça, on parle d'une correction, bien sûr, qui est très active, si vous voulez. Voilà, je passe. La théorie du bloc Vidaï, qui parle presque du même principe. Voilà, s'il y a bien sûr les patients qui ont, voilà, ça, nous sommes devant un sujet qui a une bonne posture, voilà. Les patients qui ont la tête penchée un petit peu, avec une extension exagérée un petit peu au niveau de la colonne cervicale haute, voilà, c'est une flexion
de la colonne cervicale moyenne et basse avec une extension de la colonne cervicale haute. Ce genre de posture déclenche une respiration buccale avec une déglutition atypique. Et par la suite, bien sûr, comme on a déjà vu tout à l'heure, on peut avoir aussi une mauvaise ou bien un mauvais contact dentodontale. Donc, si nous avons des perturbations de l'occlusion, ça veut dire dentodontale, soit un glissement vers l'avant ou bien vers l'arrière de la mandibule, automatiquement on va déclencher un déséquilibre neurologique, pas réactionnel, et par la suite une réponse neuromusculaire qui sera déclenchée au niveau mandibulaire, et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire le sujet ou bien le corps? Il va rechercher des compensations sous forme de déformation, soit au niveau corporel, par exemple, on peut avoir des sujets qui ont des mal ou bien des douleurs au niveau dorsal ou bien lombaire suite à des perturbations de l'occlusion dentodontale. Et par la suite, on peut avoir des douleurs au niveau de l'ATM, donc ce sont des réactions au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Voilà ici le glissement du crâne. Le glissement du crâne vers l'avant. Normalement, c'est le glissement du crâne vers l'avant donne une extension occipito-atloïdienne. Et par la suite, les dents maxillaires glissent en avant. Donc, je répète, si nous avons un glissement, comme on a dit tout à l'heure, s'il y a c'est une flexion de la région basse et moyenne de la colonne cervicale avec une extension exagérée au niveau occipito-atloïdien. Donc, c'est une extension occipito-atloïdienne. C'est une mauvaise posture qui donne, bien sûr, qui donne par la suite un glissement maxillaire. La théorie de Von Pool, qui parle de maintien de l'équilibre et la stabilité du système crânio-mandibulaire, on parle aussi du système crânio-mandibulaire au lieu de parler de l'articulation temporomandibulaire, on parle aussi du système crânio-mandibulaire dentaire, mandibulo-dentaire, crânio-mandibulo-dentaire, qui exige l'équilibre des forces antérieures et postérieures pour avoir un bon fonctionnement de cette région ou bien de cette articulation. Il faut bien sûr une bonne harmonisation, une bonne synergie entre les extenseurs et les fléchisseurs. Parmi les théories aussi qui ont marqué cette partie, c'est la théorie de Moya. La théorie de Moya, on a remarqué que avec bien sûr les patients qui présentent un spasme des muscles sternocléido-mastoïdiens et du trapèze, on peut corriger ce spasme par des gouttières dentaires. Le patient utilise des gouttières dentaires. On a remarqué que le fait que le malade utilise porte des gouttières dentaires, surtout nocturnes, pendant la nuit, on a remarqué que, bien sûr, il y a un soulagement au niveau du spasme, au niveau des contractures de sternocléido-mastoïdien, au niveau du trapèze. Voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier, ça, bien sûr, ça entre dans le cadre de la posturologie. Ça veut dire qu'on peut traiter d'autres déformations à partir bien sûr de l'ATM ou bien du système crânio-mandibulo-dentaire. Monsieur Blebès, donc oui. désolé de vous interrompre. C'est en suivant votre présentation. Donc, Oui. en suivant la présentation, il y a certaines notions qui sont importantes et très intéressantes qui ont été soulevées.
Mais concernant un kinésithérapeute qui n'est pas spécialiste ou concernant un patient, quels sont les éléments, à partir de quel moment il va dire que ça, c'est un problème, à partir de quel moment un patient qui a un problème d'occlusion ou de posture due à la mandibule, à partir de quel moment le kiné ou le patient, il doit consulter un spécialiste, un médecin ou un kinésithérapeute spécialiste en maxillofacial. Quels sont les éléments qui disent que voilà, là, ça commence à être pathologique et là, ça commence à être problématique et je dois consulter un spécialiste dans ce sens. D'accord, très bien. C'est normal d'abord l'image, c'est normal, il y a l'image Euh, pour moi. là, Hein? normalement, ça devra apparaître automatiquement. Normalement, c'est automatique que ça apparaît. Je Normalement, sais dès que pas. je parle, normalement, l'image doit Quelle, apparaître Quelle automatiquement. quelle l'image image, ديالي c'est Blaise? l'image تاعي كتبان؟ Oui, oui. Très bien. حتى Oui, أنايا là, on vous voit. Nous, on vous voit. ولكن très أنا, bien, moi, très bien, très bien, très bien. non. Donc je reviens un petit peu à votre question. Malheureusement, dans la formation de base, on a, sincèrement, c'est la réalité, ما كايناش la formation, vraiment, ما كايناش la partie maxillofaciale au niveau de la formation de base. Ça, c'est un grand problème. Même l'anatomie de base, euh, jusqu'à maintenant, malheureusement, l'enseignement de base, je trouve l'absence presque quasi totale de cette région est très très importante. Parce que votre question, euh, je reviens un petit peu à la question qui est en relation avec la formation de base. Presque tous les kinésithérapeutes, ils ont une très bonne formation sur tout ce qui est ostéologie, myologie, la physiologie, la biomécanique, les pathologies, sauf la région tête, face et cou. D'accord? Et la relation, bien sûr, entre ces trois entités. Ça, c'est dommage, vraiment c'est dommage, parce que selon mon expérience sur le terrain, il y a vraiment un manque vraiment horrible, hein, parce qu'il y a des patients qu'on peut le traiter facilement avec la rééducation. On trouve des malades qui sont perdus entre le dentiste, entre le ORL, entre le psychologue, parfois. Et le traitement, normalement, parfois, il est facile. Chez le kinésithérapeute, on peut traiter ce problème. Donc, la plupart des malades que je reçois, moi personnellement, ce sont des malades vraiment qui ont une mauvaise orientation. Ouais. Même, ce sont des patients qui, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un patient qui a des douleurs au niveau mandibulaire. J'ai remarqué que c'est un patient, dès la naissance, il avait un torticolis congénital. Ce torticolis congénital qui n'était pas bien traité, il a déclenché des problèmes posturaux, avec bien sûr des troubles même d'équilibre. C'est un jeune de 35 ans. Et là, le patient se trouve bien sûr perdu entre les médecins. Voilà, j'ai établi bien sûr mes bilans, mon examen de posturologie. Bien sûr, on a orienté le malade de mettre des semelles plantaires, de mettre une gouttière dentaire. Moi, je travaille personnellement, je considère la gouttière dentaire comme une sorte de semelle plantaire. Donc, si vous pensez, si vous voyez que la gouttière, elle joue presque le même rôle que la semelle plantaire. Nous avons deux éléments, la plante de pied et le problème occlusal dentaire. Il faut régler le problème de la statique plantaire. Automatiquement, va se retentir d'une manière positive sur la position de la tête. Si nous avons des troubles, bien sûr, ou bien un trouble occlusal, dentaire, il faut attendre des problèmes à distance. Surtout au niveau cervical, c'est automatiquement et plus ou moins au niveau dorsal et lombaire.
Pour l'orientation de votre patient, c'est marrant. Oui. Malheureusement, il faut sensibiliser d'abord les médecins, les dentistes, les ORL, les neurologues. On va voir les neurologues. Pourquoi les neurologues? Parce qu'on va voir que c'est une pathologie qui touche, bien sûr, tout ce qui est atteinte neurologique de la face. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, je travaille en coordination, bien sûr, avec ces trois spécialistes qui sont les dentistes, les ORL, les chirurgiens maxillofaciaux. Il ne faut pas oublier les plasticiens. Les plasticiens, parfois, on a besoin de certains gestes, bien sûr, au niveau de la face. Donc, l'orientation Simran, c'est le kinésithérapeute. C'est le maillot de base dans cette chaîne. C'est le kinésithérapeute. C'est moi, par exemple, le kinésithérapeute spécialiste en matière. Je peux envoyer le malade d'avoir, bien sûr, soit un podologue, soit un ORL, soit un dentiste. Donc, le chef d'orchestre dans cette pathologie, c'est le kinésithérapeute. Si vous, M. Marwan, et vous, et tous les kinésithérapeutes qui sont intéressés par cette spécialité, d'orienter le malade. D'accord? Et par la suite, bien sûr, on travaille en collaboration, en coordination avec tous les spécialistes. Voilà. J'espère que Merci beaucoup. c'est bien. Oui, très bien. Donc, ça nous éclaire un peu parce que des fois, il y a des kinésithérapeutes, comme vous avez dit, qui ne sont pas spécialistes de la chose, du maxillofacial. Et des fois, ils peuvent passer à côté de certains éléments, par exemple des douleurs cervicales rebelles, et ils ne vont pas forcément faire le lien avec un problème temporomandibulaire ou d'occlusion, même si c'est flagrant, même si on voit si le patient a un problème de protrusion de la mandibule ou un problème flagrant de l'occlusion. Mais un kinésithérapeute non averti, il ne va pas forcément faire le lien. Je suis d'accord avec vous, c'est ça, c'est essentiellement un problème de formation et de sensibilisation. Oui, oui, oui. Ouais, dans ce cas-là, Simran, dans ce cas-là, vous, comme des associations, et l'union, ou bien la fédération, on doit penser à ouvrir la porte à certaines spécialités qui sont plus ou moins négligées et il y a toujours manque sur le terrain au niveau de cette spécialité, au niveau vestibulaire. Donc, le kinésithérapeute, dans ce cas-là, il doit faire son examen. Moi, personnellement, ou bien je peux conseiller tous les kinésithérapeutes de, de développer tout ce qui est examen palpatoire, de chercher les points gâchettes. Si on arrive à développer l'examen palpatoire correctement, soyez sûr et certain qu'on a presque réglé la moitié du problème. Malheureusement, les kinésithérapeutes, je ne sais pas, est-ce que c'est manque d'expérience ou bien manque de pratique et malheureusement aussi avec la nouvelle technologie, l'utilisation des appareils maintenant, les ondes de choc, les ultrasons, etc., le laser, c'est bien, ça c'est bien, mais il ne faut pas négliger, il ne faut pas, bien sûr, dépasser l'examen manuel, l'examen palpatoire, parce qu'il n'y a aucun instrument, aucun appareil qui peut remplacer la main d'un bon thérapeute. Avec l'examen palpatoire, c'est normal. Chaque kinésithérapeute qui a une expérience peut détecter les points gâchettes au niveau des masséters, au niveau cervical, même au niveau des lignes de tension en cas de migraine, en cas de céphalée de tension. Bien sûr, il faut chercher ce qui est des points et des lignes de tension au niveau, bien sûr du crâne, au niveau de la tête. Il faut chercher si la musculature
bien sûr, il faut savoir palper. S'il y a des lignes de tension, avec l'examen palpatoire, on peut soulager le malade qui se plaint des céphalées de tension. Et aucun traitement médical ne peut donner, bien sûr, de bons résultats. C'est pour ça, sincèrement, je peux conseiller les kinésithérapeutes à développer, l'examen palpatoire. Donc, on continue, Simon. Donc, il y a aussi la loi ou bien la théorie de Goldstein qui a démontré qu'une altération de la posture antéro-postérieure de la tête, donc ça veut dire toute déformation dans le plan sagittal de la tête influe sur la trajectoire du point interincisif central dans son chemin d'ouverture et de fermeture. Je vous donne un exemple. Voilà, c'est un patient. Regarde. Ici, il y a, lors de la fermeture, voilà, il y a une sorte de zigzag sur, voilà, je vais vous montrer sur, ici, voilà, on regarde ici, voilà, voilà l'image, voilà, voilà, les patients qui présentent des troubles de posture dans le plan sagittal, souvent, elles ont un problème dans la trajectoire de point interincisif, comme ce cas-là, je répète, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Voilà, les patients, ça c'est une sorte d'instabilité au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Voilà, avec une sorte, on peut dire, une sorte de perte, bien sûr, une laxité au niveau de la capsule. Ça, c'est une laxité au niveau de la capsule. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? D'abord, corriger cette déformation, bien sûr, de la posture au niveau cervical. Et par la suite, on peut voir qu'il y a, bien sûr, une bonne amélioration chez ce genre de patient. Voilà. Parmi les théories, bien sûr, de la posture, c'est la théorie de Harding et de Kaba. Ici, cette théorie, moi personnellement, je travaille sur cette théorie qui se base sur l'os éoïde. Voilà l'os éoïde. L'os éoïde, c'est l'élément de base. Bien sûr, c'est l'élément qui sépare les muscles sus-éoïdiens au-dessus et les muscles sous-éoïdiens. Et les muscles sous-éoïdiens, voilà ici, les muscles sous-éoïdiens et les muscles sus-éoïdiens. Les muscles sus-éoïdiens, ce sont des muscles abaisseurs de la mandibule. Ce sont les abaisseurs de la mandibule, directement. Les muscles sous-éoïdiens se trouvent au-dessous de l'os éoïde. Ce sont des muscles abaisseurs de la mandibule d'une manière indirecte. D'une manière indirecte. Voilà. Et ces muscles, ils fixent l'os éoïde. Je répète, ce sont des fixateurs de l'os éoïde qui se forment, on peut dire, c'est la rotule de cette région. C'est la rotule de cette région. Donc, les muscles sous-éoïdiens, ce sont des fixateurs de l'os éoïde et par la suite, ce qui donne, bien sûr, un travail efficace pour le groupe sus-éoïdien. Cette théorie parle de la position de l'os éoïde par rapport à la colonne cervicale. Presque l'os éoïde se trouve presque sur la même ligne que la troisième et la quatrième vertèbre cervicale, C3 et C4. Presque le même niveau. Plus l'os éoïde est loin de la colonne cervicale,
est loin de la colonne cervicale, ça veut dire qu'il y a une perte de la lordose cervicale. On se trouve devant un rachis en rectitude. Plus l'os hyoïde est proche de la colonne cervicale, ça veut dire qu'il y a une hyperlordose cervicale. Et dans ces deux cas, on peut avoir, bien sûr, un retentissement, soit sur le fonctionnement de la mandibule, bien sûr, ou bien de la tête. Ça, c'est le muscle digastrique. Le muscle digastrique, c'est le muscle clé. C'est le muscle clé au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Moi, personnellement, parce que j'ai vu de cette occasion, je veux remercier mon maître, John-Marie Hepting. John-Marie Hepting, bien sûr, c'est un homme, bien sûr, qui m'a poussé et qui m'a donné, bien sûr, l'énergie pour aller vers cette spécialité d'une manière détaillée et qui m'a encouragé. Je le remercie de cette occasion. J'espère qu'il est en direct avec nous. Moi, personnellement, même certains auteurs ne parlent pas de ce muscle. Même les auteurs spécialistes en maxillofacial ne parlent pas souvent de ce muscle digastrique. Surtout le chef postérieur. Voilà, le chef postérieur, ça c'est le chef antérieur. Le chef postérieur, c'est le siège d'une contracture. Parfois, il se fait de relâcher le digastrique, le chef postérieur, on peut voir un soulagement au niveau de la terre. Bien sûr, là, cette articulation qui va être par la suite, qui peut travailler d'une manière correcte et normale. Je répète, c'est un muscle clé. Devant chaque pathologie de cette articulation, il ne faut pas négliger ce muscle. Il faut savoir le palper, sauf bien sûr la cellulite mastoïdienne. Voilà. Souvent, ce sont, même chez les patients qui ont une paralysie faciale, hein, les patients qui ont une paralysie faciale, et ils développent souvent des contractures à ce niveau-là. Et il faut savoir soulager cette zone. Et bien sûr, on va rendre, bien sûr, service à nos malades. Voilà, toujours le même principe. Voilà. Donc, tant que cette théorie qui se base sur la variation de la distance de l'os hyoïde avec la colonne cervicale, qui déclenche des contractures musculaires douloureuses, augmente cette distance. S'il y a des contractures, on va voir l'augmentation de cette distance. L'augmentation de la distance, ça veut dire une perte de la lordose cervicale. Ça veut dire nous sommes devant un rachis en rectitude. Et par la suite, il faut savoir, bien sûr, par la suite, on va voir des contractures et bien sûr, avec un glissement de la mandibule vers l'arrière, ce qu'on appelle rétromandibulé, qui déclenche une pression au niveau de l'articulation temporomandibulaire et déclenche une douleur, bien sûr, insupportable chez les patients. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de corriger cette zone? Il faut corriger la colonne cervicale. Il faut bien sûr rectifier toute déformation au niveau de la charnière occipito-cervicale. Et dans un deuxième temps, il faut aller bien sûr directement au point douloureux. Voilà, mais la cause principale, c'est au niveau de l'attitude, bien sûr, ou bien de la statique occipito-cervicale. Et bien sûr, pourquoi? Parce que notre rotule se trouve déplacée vers l'avant. Voilà, se trouve déplacée vers l'avant. Il faut la mettre un petit peu vers l'arrière par un redressement cervical. Voilà ça quelques exemples des cas cliniques. Ça, c'est une ordonnance. Je vous donne quelques ordonnances. Ça, c'est une ordonnance d'un chirurgien maxillofacial. Voilà, je te confie le patient qui présente dysfonctionnement des ATM avec luxation discale réductible en rapport avec une contracture musculaire
voilà, permettant, bien sûr, présentant des masticateurs avec des contractures. Voilà, je te le confie pour kinésithérapie, bien sûr, de décontraction. Voilà, ça c'est un exemple d'ordonnance, parce que souvent, la plupart des kinésithérapeutes, ils ont des ordonnances pour des lombalgies, des autres pathologies, mais c'est rare de voir des ordonnances concernant, bien sûr, les pathologies de la TEM. Ça, c'est une ordonnance d'un ORL, oui. Peux-tu faire quelques séances de kinésithérapie maxillofaciale, traitement pour ce patient qui présente des luxations, non, limitation de l'ouverture buccale, très probablement post-infectieuse. Voilà. Voilà. Limitation de l'ouverture buccale. Voilà. Parmi les pathologies aussi, on va voir ça par la suite. Et on peut avoir aussi une limitation de l'ouverture buccale, avec l'ankylose carrément de cette articulation. Il faut voir les patients qui présentent une limitation très importante. Les patients qui utilisent juste la paille pour, bien sûr, pour avoir l'alimentation, ils utilisent la paille juste avec des liquides, parce qu'il a perdu carrément l'ouverture buccale. Vraiment, c'est un mauvais pronostic dans ce cas-là. Donc, même la chirurgie se trouve, bien sûr, incapable de faire ou bien de trouver une solution. Voilà, toujours quelques exemples. Ici, c'est de la part d'un dentiste, prière de réaliser des séances de kinésithérapie, patiente présente, un DDI gauche, ça veut dire un déplacement discal irréductible, un déplacement discal irréductible gauche. On va voir, bien sûr, nous avons un ménisque ou bien un disque au niveau de la peine. Le déplacement de ce disque, ça veut dire c'est une luxation. Je vous donne quelques exemples ici. C'est une patiente qui présente une inclinaison cervicale de côté. Il a toujours cette posture. Il a une inclinaison gauche. Et on a remarqué qu'il a, ça veut dire une inclinaison gauche, ça veut dire qu'il y a une pression sur les dents de côté gauche, sur la thème gauche. Voilà, ce qui donne une biance de côté droit. Voilà une biance de côté droit. Si on arrive à corriger c'est une patiente qui vient toujours avec, j'ai remarqué qu'il a une attitude, il s'incline toujours la tête de même côté de l'articulation malade. Il a toujours des douleurs au niveau de la thème gauche. J'ai remarqué qu'il a des troubles occlusaux avec une béance contralatérale, ça veut dire de côté droit. Donc, c'est une patiente, il faut corriger sa posture. Donc, il a des problèmes posturaux dans le plan frontal. Il faut corriger la posture de la patiente. Ce n'est pas tout simplement au niveau cervical, mais au niveau dorsal et lombaire, même voire au niveau du bassin. Et par la suite, on peut avoir une correction au niveau dentodentaire. Et ça, bien sûr, ça, en parallèle, et bien sûr, il y a un traitement kinésithérapique, bien sûr bien précis et bien localisé au niveau maxillaire ou bien au niveau mandibulaire. Il faut bien sûr relâcher, il faut enlever les points gâchettes. Il y a des techniques de correction de cette béance ou bien de ce trouble occlusal. Et si ça nécessite, bien sûr, on peut envoyer la patiente pour mettre une gouttière dentaire. Je vais vous donner un exemple. Revenons à l'image précédente. Voilà. Au niveau droit, il y a un contact précoce avant le côté gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ça veut dire qu'il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer, bien sûr, il faut avoir un contact en même temps entre le côté gauche et le côté droit.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je peux mettre des cales au niveau droit, et je demande au patient de travailler les muscles de fermeture de côté droit. Voilà, c'est l'exemple. Voilà, regarde. Voilà, je mets des abaisse-langues au niveau de côté gauche, là où il y a la fermeture précoce. Et je demande au malade de mettre, par exemple, le petit doigt dans le côté où nous avons une béance et d'essayer de mordre le doigt. Ça veut dire, plus la pression augmente sur le doigt, plus la patiente commence à corriger cette déformation. Ça, en même temps, c'est une correction active et en même temps, travaille la proprioception. Voilà, c'est un patient presque qui a le même problème. Voilà. Voilà. Ici, il y a une autre technique. Ça, c'est une technique passive. Ça, c'est une technique passive. C'est la technique de désenclavement. Je mets mon pouce à l'intérieur bien sûr, de la zone qui est là où il y a un contact précoce dento-dentaire. Essayer de faire une traction, d'abaisser, bien sûr, la zone mandibulaire de côté droit vers le bas, ce qui donne ce qu'on appelle la technique de désenclavement du condyle. Voilà, il y a un abaissement de condyle, il faut palper sur l'articulation, et s'il y a un abaissement de condyle, c'est une sorte de traction, comme la traction de la tête fémorale. Par exemple, la traction de la tête fémorale, traction dans l'axe du col fémoral. Je pense que les kinésithérapeutes, ils ont bien sûr des notions sur des connaissances sur cette traction, la traction de la tête fémorale dans l'axe du col fémoral. C'est la même chose. C'est la traction du condyle dans l'axe du condyle. Je tire dans l'axe du condyle vers le bas. Je tracte avec le pouce. Je mets le pouce en dedans, voilà, et je pousse vers le bas. Ça, c'est une traction, bien sûr, qui donne plus ou moins, c'est une correction passive, et l'autre image qu'on a déjà vue, c'est une correction active. Le rôle de muscle digastrique, on a déjà parlé de muscle digastrique. Les patients qui présentent des douleurs ou bien même des déviations, une latérodéviation, voilà, ça c'est une latérodéviation. Regardez la ligne inter-incisive basse ne se trouve pas sur la même ligne que la ligne intercisive, bien sûr, haute. Voilà, c'est une latérodéviation. Voilà. Je vais voir ici, c'est une vidéo. Voilà, c'est une patiente. Bien sûr, il faut demander à la patiente de mettre la ligne inter-incisive, de garder la ligne inter-incisive sur le même trajet, avec une correction, d'abord avec les yeux ouverts et par la suite avec les yeux fermés. Regarde. Voilà, lorsqu'il commence à corriger, elle a mal. Voilà. Lors de la correction, automatiquement, le patient peut avoir une douleur parce qu'il a l'habitude d'avoir une position ontalgique et vicieuse. Maintenant, voilà, il a enlevé la gouttière. Voilà la gouttière. Voilà. Voilà. Donc, regarde, la patiente, elle met le doigt sur le muscle digastrique, le chef postérieur. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a une autre vidéo ici. Très bien. Voilà. Voilà le muscle digastrique. Voilà, ce fameux muscle est très important. Moi, je conseille tous les kinésithérapeutes
d'examiner ce muscle avec un examen juste palpatoire. Voilà, c'est le point de l'examen. Voilà, il faut examiner toujours au niveau de la sténoïde ou bien de la mastoïde. Voilà, il faut chercher ce qu'il y a une limitation. Avec un bon massage profond, ça donne de très bons résultats par la suite. Il ne faut pas négliger aussi la correction posturale générale, hein. Ça, c'est une table d'inversion. Une table d'inversion. Voilà, ça, c'est un patient qui a un problème postural. Regarde, les mains ne se trouvent pas sur la même ligne. Voilà. Ça veut dire que c'est un patient qui a un problème de posture. Il faut chercher, c'est un patient qui se plaint des douleurs mandibulaires. Voilà, j'ai remarqué qu'il a un problème de posture. Donc, il a une déformation quelque part. C'est le kinésithérapeute. Il va faire son bilan, son examen correctement. Automatiquement, il peut trouver la solution facilement. Donc, l'articulation temporomandibulaire, c'est une articulation qui a une relation très importante avec les douleurs cervicales, dorsales, lombaires. Il ne faut pas sous-estimer, bien sûr, cette articulation. Si vous êtes devant un patient qui se plaint des douleurs, surtout cervicales et dorsales, il faut toujours vérifier est-ce que l'ATM se trouve dans une bonne attitude ou non. On parle un petit peu de l'anatomie. Ça, c'est la première partie. C'est tout ce qui concerne la posture. C'est Marwan? C'est Marwan? Oui, oui, monsieur Blabès. Donc, je vais passer la deuxième partie. La deuxième partie, je vais entrer un petit peu dans les détails de l'articulation temporomandibulaire. Donc, si vous avez des remarques pour la première partie qui concerne la posture et l'articulation temporomandibulaire, sinon je passe directement et on laisse ça par la suite. En fait, il y a juste une petite question qu'on a eue au niveau de notre page Face. Il y a M. Khalid qui pose la question. Si une personne a une perte de la dentition d'un côté, c'est-à-dire il a perdu les dents au niveau d'un côté, au niveau de la mâchoire inférieure, est-ce que ça peut poser des problèmes fonctionnels lors lors de la parole, par exemple? Est-ce que là, quand une personne perd toute la dentition d'un côté, est-ce que ça pose un problème fonctionnel et notamment au niveau de la parole? Écoute, c'est Marwan. Le complexe dentodontaire, c'est un complexe très important. C'est pas la perte d'une partie dentaire. C'est juste par exemple, les patients qui ont juste quelques malformations dentaires, ils peuvent avoir vraiment des problèmes énormes au niveau postural, au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Par contre, les patients qui ont une perte d'un grand nombre, bien sûr, de la denture, ce sont des patients qui se plaignent des problèmes automatiquement, des douleurs au niveau de la thème, au niveau cervical. Ce sont des patients qui se plaignent toujours des céphalées de tension. Et bien sûr, il ne faut pas négliger la bonne qualité, bien sûr, des dents. Ce sont les dents, bien sûr, ce sont des éléments qui sont riches, des éléments, bien sûr, des récepteurs, des mécanorécepteurs. Bien sûr, par exemple, les patients qui mettent des appareils dentaires, bien sûr, ils ont des problèmes de la proprioception. Ce sont des patients qui perdent d'équilibre. Ce sont des patients qui perdent C'est des références en quelque sorte pour le cerveau, si j'ai bien compris. C'est des références que le cerveau utilise pour paramétrer un peu son système postural. Bien J'ai bien sûr. compris. Oui, c'est Marwan. Il faut savoir que les dents, c'est l'élément de base de la rééducation proprioceptive de la peine. La rééducation proprioceptive de la thème, c'est à partir des dents.
Imaginons un patient qui a une perte d'un nombre, bien sûr, des dents. Ça veut dire une perte d'un grand nombre de récepteurs. Et par la suite, des troubles, je parle des troubles d'équilibre. J'ai des patients qui ont des troubles d'équilibre lors de la marche. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce sont des patients qui commencent à développer des déformations vertébrales par la suite. C'est pour ça, même les patients qui portent un appareil dentaire, ils ont commencé dernièrement à bénéficier d'une rééducation posturale. Parce que c'est comme lorsque vous mettez une prothèse chez un amputé, il ne faut pas le laisser seul. Il faut faire une rééducation proprioceptive, une rééducation d'équilibre. C'est la même chose. On a commencé à recevoir des malades pour une rééducation proprioceptive après mise en place d'un appareil dentaire. Ça, c'est automatique. Sinon, le patient va avoir des problèmes par la suite. Très bien. Intéressant, c'est très Bien sûr, ça intéressant. retentit. Oui, oui, c'est normal. Il y a une autre question de Madame Samira Belkaz dans le même sens, qui demande par rapport aux éléments importants d'un bilan, quels sont les éléments importants d'un bilan à explorer pour pouvoir mieux orienter la prise en charge. C'est-à-dire, quels sont les éléments du bilan auxquels un kiné doit faire attention pour avoir une meilleure orientation de la prise en charge. Très bien. On va voir dans cette deuxième partie le bilan articulaire et le bilan musculaire. Ok. Il y a un bilan postural. Il y a un bilan postural, bien sûr, c'est un bilan très important. Ça, je pense que tous les kinésithérapeutes peuvent faire un bilan de la statique corporelle dans le plan frontal et dans le plan sagittal et même dans le plan basal. Pour le bilan articulaire de l'ATM, on va le voir tout de suite. D'abord, si vous me permettez, de faire juste rapidement un passage sur l'anatomie. Voilà, je passe rapidement. Ça, c'est le condyle. C'est le condyle. C'est la cavité condylienne, ou bien sûr, c'est la cavité condylienne, voilà. Normalement, le condyle, lors de l'ouverture buccale, il y a deux mouvements associés. La translation et rotation. Voilà. Translation et rotation sont deux mouvements associés, sont très importants. Alors, je répète, lors de l'ouverture, il y a la translation et rotation. Bien sûr, entre la cavité orale et le condyle mandibulaire, il y a le fameux disque. Le disque joue un rôle très important dans la physiologie de cette articulation. Ce disque, il est attaché au muscle clé de cette articulation, c'est le ptérygoïdien latéral ou bien le ptérygoïdien externe. Voilà le ptérygoïdien externe, qui présente un chef supérieur et un chef inférieur. Regarde ici, le muscle, c'est le ménisque de l'ATM, c'est le seul ménisque dans notre corps qui a une insertion, qui présente une insertion avec un muscle. Voilà. Ça veut dire ce ménisque se déplace avec la contraction de muscles. Ça, c'est la zone prédiscale. C'est la zone prédiscale
Et ça, c'est la zone rétrodiscale. Ce sont deux zones très importantes. Ce sont, on peut parler des points qui peuvent être touchés lors d'une ouverture forcée. On peut voir même une lésion de la zone rétrodiscale. Ce disque, ou bien ce ménisque, il présente, il est biconcave, il présente une concavité supérieure, une concavité inférieure. Elle constitue, bien sûr, elle avec des attaches, je répète, on dit empaume la tête du condyle. Il empaume la tête du condyle, regarde, voilà. Ça, c'est le chef supérieur de périguidien externe et le chef inférieur. Ce sont les muscles qui intéressent chaque kinésithérapeute. Il doit être intéressé par ce muscle. C'est le muscle clé de sa dame, de dysfonctionnement de cette articulation, le syndrome de dysfonctionnement de la TM, c'est le muscle de cette pathologie. C'est le périguidien externe. Donc, le disque sépare l'articulation en deux compartiments. Nous avons un compartiment supérieur, ou bien disco-temporal, c'est la zone de translation. Et un compartiment inférieur, ou bien disco-condylien, c'est la zone de rotation. Donc, le disque, voilà, c'est le rôle du disque. Donc, il sépare l'articulation en deux articulations, si vous voulez, supérieure de translation, inférieure de rotation. Donc, voilà, ici, on parle de ligaments. C'est le canal auditif. On regarde le canal auditif. Ça veut dire que l'articulation de la thème, elle est en contact direct presque avec, bien sûr, avec le canal auditif. Donc, c'est pour ça, s'il y a une pathologie à ce niveau-là, on peut avoir une sensation, parfois un sifflement, ou bien le bourdonnement au niveau de l'oreille. Il y a des patients qui se plaignent d'un bourdonnement, ou bien un sifflement au niveau des oreilles. Et la cause principale, c'est une souffrance au niveau de la thème. Donc, nous avons la lame prédiscale, voilà la lame prédiscale, ou bien c'est une zone tendineuse, c'est le tendon du muscle périgonidien. Et nous avons la lame rétrodiscale, c'est la zone d'attache postérieure. Voilà. Parfois, on peut avoir un bruit articulaire. C'est quoi ce bruit articulaire, ce craquement ou bien ce claquement? Tout simplement, on peut avoir un déplacement de disque. Un déplacement de disque lors de l'ouverture. Un déplacement exagéré. Un déplacement exagéré de disque, soit par exemple lors des soins dentaires, le patient peut rester la bouche ouverte d'une manière passive et exagérée, ce qui déclenche un déplacement exagéré aussi de disque ou bien de ménisque, mais qui est réductible. Lors de la fermeture, le disque revient à sa place. Ça veut dire revient à sa place normale. Voilà, le disque. Parfois, le disque se trouve à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, on se trouve devant une luxation discale irréductible. Donc, je répète, luxation discale ou bien déplacement discal réductible, ça veut dire le disque se déplace d'une manière exagérée et c'est très douloureux. Donc, le déplacement ou bien luxation discale réductible, ça veut dire c'est une pathologie, c'est le patient vient chez un kinésithérapeute dans ce stade-là, avec une luxation réductible, la rééducation donne des très bons résultats, presque au bout de 3 à 4 séances. Si le patient vient avec une luxation discale irréductible, ça veut dire que le disque se trouve à ce niveau-là, dans ce cas-là, c'est un grand problème. Le kinésithérapeute peut avoir des problèmes, bien sûr, lors de la mise d'un protocole, bien sûr, thérapeutique. Et par la suite, ça demande du temps pour soulager le malade. Même l'ouverture buccale se trouve trop limitée. Voilà une luxation.
contraction ou bien traction de périnée latérale après rupture ou élongation de la lame rétrodiscale. Parfois, on peut avoir un étirement exagéré de la lame rétrodiscale, ce qui donne bien sûr le déplacement exagéré de disque vers l'avant. Voilà ce qui donne un claquement à la fermeture ou à l'ouverture. Le patient, bien sûr, même le kinésithérapeute, lors de la palpation, peut sentir un claquement, bien sûr, avec ses doigts lors de l'ouverture et la fermeture buccale. Voilà, voilà. Et ici, nous sommes, voilà une luxation discale irréductible. Regarde le disque. Voilà, il dépasse, bien sûr sa zone articulaire entre la cavité mandibulaire et le condyle. Voilà, il se trouve en avant. Et lors de la fermeture buccale, le disque reste toujours coincé ici, ce qui déclenche une douleur à la fermeture et à l'ouverture. Et donc, bien sûr, en cas de la différence, comment on peut savoir que le malade présente une luxation discale réductible ou bien irréductible? Si la luxation elle est réductible, il y a un claquement. S'il n'y a pas de claquement, avec l'imitation de l'ouverture et de la propulsion, ça veut dire que nous sommes devant une luxation irréductible. Le claquement, c'est un bon signe. Ça veut dire que nous sommes devant une luxation réductible. S'il n'y a pas de claquement, et avec une limitation de l'ouverture et de la propulsion, c'est un mauvais pronostic pour le kinésithérapeute et même pour le médecin. Pour le bilan articulaire, le kinésithérapeute, il peut mesurer l'ouverture buccale, il mesure la distance entre la ligne inter-incisive supérieure et inférieure avec un pied à coulisse, ou bien juste avec une règle graduée. On demande au malade d'ouvrir la bouche, on mesure, bien sûr, il faut repérer la ligne inter-incisive supérieure et inférieure avec un marqueur, si vous voulez, et demander au malade d'ouvrir la bouche. Et on peut mesurer, bien sûr, chez un patient, chez un sujet normal, l'ouverture peut aller jusqu'à 41 mm. Moins, ça veut dire qu'il y a une limitation de l'ouverture. Déduction, ça veut dire c'est les mouvements de latérodéviation. On demande au malade de faire une latérodéviation droite, une latérodéviation gauche, c'est le mouvement de déduction. Il ne faut pas dire abduction, mais c'est déduction. On mesure la distance entre les interincisifs supérieurs et inférieurs. Voilà, chez un sujet normal, elle est de 11 mm à droite et 11 mm à gauche. La propulsion, voilà la propulsion. La propulsion, on demande au malade de pousser la mandibule vers l'avant. J'aimerais bien éclaircir un point. On a parlé de disque, ou bien le ménisque. Pour vous montrer l'importance de ce disque, le rôle de ce disque, juste le rôle. Une exérèse, une ablation de disque donne automatiquement une perte de la propulsion. Je répète, l'exérèse ou bien l'ablation de ménisque ou bien de disque donne automatiquement l'absence totale de la propulsion, ce qui montre l'importance de disque. Et la résection de la tête du condyle avec respect sur place de ménisque ou bien de disque donne toujours la propulsion. Donc ce qui montre l'importance de disque lors de la propulsion. La propulsion, c'est le mouvement clé pour récupérer les mouvements de la tête. Je répète, la propulsion. Si vous avez un patient qui a une limitation de l'ouverture buccale, et si l'ouverture buccale est très douloureuse, et vous voulez faire un entretien articulaire, demandez au malade de faire la propulsion. La propulsion chez un patient normal, elle est de 10 à 15 mm.
Voilà. Et la rétropulsion, elle est de 1 à 2 mm. Par exemple, si vous voulez faire la rétropulsion, vous demandez le malade, bien sûr, de mordre la lèvre inférieure avec les dents supérieures. Voilà ce qui donne une rétromandibule. La partie de traumatologie, on peut voir rapidement soit des fractures de malaire, voilà, souvent les patients se trouvent devant des fractures de malaire, automatiquement, on va voir des douleurs et des problèmes au niveau de l'articulation temporomandibulaire. C'est la seule articulation, c'est la seule zone mobile au niveau du crâne et au niveau de la face. C'est l'articulation temporomandibulaire. Je répète, c'est la seule suture mobile au niveau du crâne et au niveau de la face. Chaque fracture au niveau du malaire, de l'os malaire, automatiquement retentit directement avec des douleurs et des contractures réflexes au niveau, bien sûr, des masséters et de périgouidiens. Voilà, c'est une patiente qui avait un choc au niveau de l'os malaire. Voilà, avec la rééducation, bien sûr, on peut soulager les malades. On peut même donner à l'articulation temporomandibulaire son fonctionnement normal. Les fractures de la mandibule. Les fractures de mandibule, maintenant, ça c'est l'os mandibulaire. Bien sûr, on peut avoir une fracture, bien sûr, de ramus. Voilà, de ramus. Des fractures, bien sûr, bien sûr, lorsque la fracture touche la tête de condyle. Dans ce cas-là, c'est la fracture, bien sûr. Ou bien lorsqu'il touche la tête carrément, ce sont des fractures dites capitales. La fracture capitale, ça veut dire que c'est une fracture articulaire. On peut avoir des fractures soit au niveau du corpus, ça c'est l'angle. C'est l'angle. C'est parmi les fractures les plus fréquentes, c'est la fracture de condyle, de la tête du condyle ou bien du col. C'est la fracture la plus fréquente. Donc, parfois aussi les fractures au niveau symphysaire ou bien parasymphysaire sont, je répète, les fractures les plus fréquentes qu'on peut recevoir. C'est la fracture symphysaire ou parasymphysaire et la fracture, bien sûr, du corps. Le kinésithérapeute, ce sont les parties qui déclenchent souvent des problèmes de rééducation, soit le col ou parfois symphysaire et parasymphysaire. Ça, c'est une technique orthopédique, bien sûr, par traction élastique. C'est une sorte d'immobilisation. L'articulation, les fractures au niveau mandibulaire nécessitent parfois une immobilisation, mais l'immobilisation est en général déconseillée au niveau de la TM. Je répète, l'immobilisation, en général, elle est déconseillée. C'est une articulation qui peut avoir l'ankylose rapidement. On peut avoir une bonne consolidation avec cette méthode orthopédique, mais malheureusement, on se trouve devant des séquelles d'ouverture buccale qui sont vraiment dramatiques. C'est pour ça que le kinésithérapeute a le droit d'enlever ces élastiques lors de la rééducation et travailler doucement l'ouverture pour ne pas avoir l'ankylose. Et à la fin de la séance, il peut remettre les élastiques à leur place. Voilà un patient qui présente une fracture mandibulaire. Regardez, c'est lors de l'ouverture buccale. C'est un patient qui présente une déviation de la mandibule à gauche. C'est un signe que l'articulation temporomandibulaire gauche homolatérale, elle est bloquée. Donc, elle a un blocage. La déviation se fait toujours au niveau, dans le sens de l'articulation bloquée. Donc, puisqu'il y a une déviation gauche de la mandibule lors de l'ouverture, ça veut dire que l'articulation temporomandibulaire gauche est bloquée. Il faut donc régler bien sûr le mécanisme de cette articulation pour avoir une ouverture purement dans le plan sagittal. Voilà un autre patient qui avait une fracture aussi mandibulaire traité par des techniques orthopédiques avec traction des élastiques. Voilà, bien sûr, il faut toujours enlever les élastiques lors de la séance de rééducation et travailler l'ouverture buccale. Voilà, au début, l'ouverture est trop limitée. Par la suite, le patient commence à récupérer l'ouverture buccale.
Voilà, c'est pour ça que je suis, Bachir, je suis, mais la plupart des, des chirurgiens, malheureusement, insistent sur l'immobilisation. Même c'est le kinésithérapeute qui peut avoir des problèmes avec le malade par la suite. Ça, c'est une technique, pas une technique d'ouverture, soit une technique manuelle, voilà. Il faut aider le patient à ouvrir la bouche. Soit on utilise une posture d'ouverture par un ensemble des abaisse-langues. Voilà. Voilà, parmi les troubles occlusaux, on peut avoir une biance incisive, voilà, des patients qui ont, suite à des fractures qui donnent une mauvaise, bien sûr, consolidation, ou bien avec un déplacement osseux, on peut avoir une biance antérieure ou bien une biance incisive. Voilà. Voilà, ce sont des troubles occlusaux. Le traitement occlusal consiste le plus souvent en une gouttière occlusale. C'est une gouttière de reconditionnement neuromusculaire, couvre complètement la surface occlusale d'une arcade dentaire. Portée de façon nocturne, elle permet chez les bruxomanies, ça veut dire les patients qui présentent des bruxismes, bien sûr qui serrent les dents surtout la nuit, de diminuer la pression articulaire, l'inflammation et la douleur articulaire. Les atteintes neurologiques. On peut avoir les atteintes neurologiques au niveau de la face. La paralysie faciale, surtout la paralysie faciale périphérique, qui nous intéresse. La rééducation faciale ne peut s'entreprendre qu'en ayant fait du bilan et élocution, mastication, sensibilité, motricité en analytique. Il faut chercher le côté dominant et le côté dominé avant de démarrer la rééducation. Voilà, ici nous sommes devant une patiente qui présente une paralysie avec le signe de Charles-Bell. Ça, c'est une suite à une chirurgie. On va voir quelques exemples cliniques par la suite. Avant de démarrer le traitement, il faut demander au malade de donner bien sûr une photo avant la paralysie faciale et de tracer les lignes, ces lignes, pour chercher le côté dominant et le côté dominé. Par exemple, on trace d'abord une ligne sur la photo qui passe par la commissure labiale, droite et gauche, voilà, sur la photo. Par la suite, on trace la ligne qui passe par le bord inférieur de limbe inférieur, regarde, de limbe inférieur. Si ces deux lignes se convergent de ce côté, par exemple gauche, ça c'est bien sûr c'est la partie inférieure de visage, c'est la partie inférieure. On peut tracer une autre ligne au niveau bien sûr de bord supérieur de limbe supérieure, voilà, c'est la ligne bien sûr de limbe inférieure bien sûr se tombe ou bien se converge avec la ligne de limbe supérieure, nous sommes sur le côté dominant gauche. Et c'est le côté dominant gauche. On peut avoir un patient qui a un côté dominant gauche supérieur et un côté dominant gauche inférieur. Regardons cette image. C'est un patient qui a un côté dominant gauche supérieur et un côté dominant droit inférieur, parce que les deux lignes se convergent à droite. Donc, ça veut dire, si nous sommes devant un malade qui a l'hémiface gauche dominant, avec une paralysie gauche, ça veut dire que c'est un patient qui va récupérer rapidement. Mais il peut avoir des syncynies.
Il peut avoir des syncytises, ça veut dire une spasticité. Si nous sommes devant un malade qui a le côté dominant gauche avec une paralysie droite, c'est un patient qui va avoir une récupération difficile, qui va demander assez de temps. Mais lorsqu'il récupère, il ne va pas développer des syncytises, ça veut dire qu'il ne va pas développer une sorte de spasticité. Voilà. La question d'électrothérapie qui pose toujours des problèmes en cas de paralysie faciale. La plupart des kinésithérapeutes parlent, est-ce que l'électrothérapie est conseillée ou bien déconseillée? L'électrothérapie pratiquée sous forme de courant itératif, elle peut s'avérer dangereuse en empêchant ou en retardant la réponse nerveuse. Donc, il est déconseillé parce qu'il va retarder la réponse nerveuse. On a recours lorsque le sujet n'a aucune contraction volontaire, après 6 mois. Donc, après 6 mois, il n'y a aucune réponse. Dans ce cas-là, on peut avoir recours à l'électrothérapie. Pourquoi l'électrothérapie est déconseillée? Parce que lorsque vous mettez les électrodes sur le tronc de nerf facial, on va voir une contraction des muscles qui sont proches du tronc de nerf facial. Ça veut dire les muscles dilatateurs. Et par la suite, c'est difficile d'avoir une récupération, par exemple, des muscles constricteurs qui sont loin du tronc. Par exemple, les muscles orbiculaires de la bouche. Donc, lorsqu'on utilise l'électrothérapie, donc il faut attendre un mauvais résultat au niveau buccal. Ça veut dire, lorsqu'on parle des muscles péribuccaux, par exemple, les muscles, lorsqu'on prononce la lettre O, le patient ne peut pas utiliser, bien sûr, on ne peut pas faire contracter le muscle orbiculaire de la bouche. Ça veut dire tous les muscles de la lettre O, dans ce cas-là, se trouvent, bien sûr, impossible de le récupérer si vous avez utilisé l'électrothérapie. Donc, l'électrothérapie, on a recours à l'électrothérapie juste avec des stimulations punctiformes. Ça veut dire des électrodes sous forme d'un stylo bien une aiguille sur les lèvres, tout simplement. Voilà. Mais pour utiliser des électrodes sur la face, ça c'est déconseillé. Automatiquement, vous verrez des mauvais résultats par la suite et vous déclenchez même des syncytises d'une manière accélérée. Paralysie faciale, je vais voir si j'ai quelque chose ici. Voilà, c'est une patiente. Donc, c'est une paralysie faciale suite à une exérèse de neurinome de nerf acoustique. Voilà, c'est une patiente. Bien sûr, lorsqu'on parle de la paralysie faciale, il faut travailler d'autres parties. Il ne faut pas aller directement à la face et travailler directement les muscles de la face. Il faut chercher ce qu'il y a d'autre. Il faut libérer la patiente. Hein. C'est un problème aussi psychologique. Il faut savoir libérer la patiente, relâcher il faut avoir un relâchement, bien sûr, total. Et par la suite, il ne faut pas aller d'emblée chercher les muscles paralysés. Regarde, normalement, attends. Très bien. J'aimerais bien discuter un point très important. Essayez de faire attention. La patiente, pardon. Ça, c'est une patiente qui a une paralysée, je répète. Vous pouvez poser la question, par exemple, lorsque nous sommes devant une paralysie faciale, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le premier point? Le premier point, regarde ici, ça c'est le côté paralysé. Le premier pas,
qu'il faut régler. Et c'est la clé de chaque traitement, c'est le relâchement de côté sain. Si le malade, parce que la plupart des rééducateurs demandent au malade de faire des exercices de la mimique. Comment le malade peut faire des exercices de la mimique avec les méphases paralysées? Ça veut dire que le patient va faire la mimique avec le côté sain. Ça veut dire que le cerveau se concentre sur le côté sain. Le premier pas, ou bien la clé de traitement de la paralysie faciale, c'est de maîtriser et de relâcher à 100% le côté sain. Il faut savoir que dernièrement, on a commencé à avoir recours à l'injection de la toxine botulique au niveau du côté sain pour donner la chance au côté paralysé de récupérer rapidement. Le malade commence par des exercices d'imagination et par la suite, l'influx nerveux peut passer. Regardez l'exemple de cette patiente. Voilà. Regarde, il commence à imaginer jusqu'à ce que déclenche la contraction. Regarde. Voilà. Voilà. Juste avec l'imagination et le relâchement de côté sain. Ça, c'est une patiente, voilà, qui est une paralysie faciale, pardon, voilà. Ça, c'est le côté paralysé. Ça, c'est le côté paralysé, ça, c'est le côté sain. Lorsque je demande aux patientes de contracter le muscle frontal, elles contractent d'une manière exagérée le côté sain. Ça veut dire ce qui va négliger le côté paralysé. C'est une patiente à qui on a, bien sûr, avec son médecin traitant, on a injecté une petite dose au niveau du muscle frontal sain, le côté sain, pour laisser l'occasion au côté paralysé de fonctionner. Voilà. Voilà. Regarde. Regarde. Ça, c'est le muscle, le côté sain. Voilà. Il est presque paralysé par la toxine botulique. Voilà. Ce qui donne la chance au côté paralysé de travailler et de récupérer rapidement. Parmi les pathologies qui intéressent le rééducateur au niveau spécialiste en maxillofacial, c'est la dystonie oromondibulaire. C'est quoi la dystonie? La dystonie, se définit par la survenue de contractions musculaires involontaires et soutenues. Ça veut dire que ce sont des patients qui ont des contractions incontrôlables. Ils n'arrivent pas à contrôler ces contractions. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la dystonie oromondibulaire qui touche les muscles péribucaux, qui entrave ou bien qui perturbe la parole, la mastication et la déglutition. Vraiment, c'est une pathologie très très fréquente. Le problème qu'on peut avoir toujours, c'est un bon diagnostic. Ça veut dire, lorsque moi personnellement, je reçois des malades avec une ordonnance ou bien une prescription, c'est un patient qui présente une dystonie oromondibulaire. Mais il faut savoir une chose, il y a deux types de dystonie oromondibulaire. Nous avons dystonie oromondibulaire en fermeture et dystonie oromondibulaire en ouverture. La dystonie oromondibulaire en fermeture, ça veut dire les muscles de la fermeture qui sont touchés par la pathologie. Ça veut dire que c'est un patient qui n'arrive pas à ouvrir la bouche. Il a toujours les dents qui sont serrées, ce qui donne même une destruction, une lésion dentaire. Vraiment, ce sont des patients qui se plaignent des douleurs de la terre. Donc,
les dystonies oromondibulaires en fermeture, voilà, c'est un écrasement exagéré des dents. Ah, bien sûr, parmi les muscles, ce sont les masséters, le muscle temporal et les ptérygoïdiens internes. C'est pas externe, c'est pas le fameux muscle de Saddam. Ça, c'est l'autre chef, c'est le ptérygoïdien interne, c'est pas le ptérygoïdien externe. Ça, c'est un muscle de fermeture. Donc, quel est le traitement de base? Le traitement de base, c'est l'injection de la toxine botulique au niveau de ces muscles. Ce sont des muscles facilement palpables. C'est donc le médecin peut injecter facilement la toxine botulique sur le masséter et sur le temporal, ce qui facilite la rééducation par la suite. Parce qu'on peut avoir un relâchement et un soulagement pour le malade. Le problème se pose lors de la dystonie mandibulaire, oromondibulaire en ouverture. Ce sont des malades qui ont tendance à avoir une ouverture buccale d'une manière involontaire. Et c'est gênant pour le malade. C'est pour ça que le malade est là, les dents éloignées, et pour masquer l'ouverture de la bouche, elle essaie de serrer les lèvres. Regarde. Elle essaie toujours de serrer les lèvres pour masquer l'ouverture dentaire ou bien buccale. Et dans ce cas-là, ça pose un grand problème parce que ce sont des muscles bien sûr sus-hyoïdiens qu'il faut injecter et le ptérygoïdien latéral, ce sont des muscles profonds. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça pose un problème ça demande une grande expérience pour injecter la toxine botulique. Je répète, rares sont les médecins qui arrivent à faire la différence ou bien de donner un diagnostic précis entre la dystonie oromondibulaire en ouverture et en fermeture. Parce que lors de la rééducation, je dois savoir est-ce que c'est une dystonie en ouverture ou bien en fermeture. Sinon, le traitement, c'est un traitement qui n'est pas bien adapté. Donc, les muscles impliqués dans la dystonie en ouverture, ce sont surtout les muscles sus-hyoïdiens et le ptérygoïdien externe. Voilà les muscles sus-hyoïdiens. Pour les injecter, parfois c'est trop risqué. Hein. C'est pour ça il faut les injecter avec l'électromyographe, bien sûr avec ce contrôle d'une électromyographie. Voilà une injection des muscles sus-hyoïdiens. Voilà. Après une dystonie oromondibulaire en ouverture. Parmi les pathologies neurologiques bien sûr, qui nous intéressent, c'est le spasme hémifacial. C'est Marouane. C'est Marouane. Oui, ça va. Oui, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Très bien. On a encore 10 minutes devant nous avant d'ouvrir les 5 dernières minutes pour 2-3 questions qu'on a eues. Donc, vous avez encore assez de 10 minutes. D'accord. Donc, nous avons le spasme hémifacial. Le spasme hémifacial, il faut distinguer entre le spasme hémifacial et les syncynisés après une paralysie faciale. Parce que vous savez, il y a des syncynisés après la paralysie faciale. On parle des syncynisés bouche-œil ou bien des syncynisés œil-bouche. Ça veut dire lorsque vous demandez au malade de fermer les yeux, bien sûr, il contracte les muscles péribuccaux. Donc, ce sont des syncynisés œil-bouche. Donc, ça, c'est un grand problème ça pose des problèmes pour les rééducateurs. Et c'est quoi le spasme? Le spasme hémifacial, on le distingue, ou bien le diagnostic différentiel entre le spasme hémifacial et les syncynisés après une paralysie faciale, c'est le signe de Babinski. Le signe de Babinski, lorsque vous demandez au malade de contracter le frontal, de relever bien sûr les sourcils, elle va fermer l'œil. Elle ferme l'œil. Donc, c'est un petit peu paradoxe. Donc, c'est paradoxal. Donc,
lorsque on demande au malade de contracter le frontal, elle va fermer l'œil. Nous sommes dans ce cas-là devant un spasme hémifacial et ce n'est pas des seins sinisés suite à la paralysie faciale. Voilà. Donc, c'est la synergie paradoxale de Babinski. Le frontal se contracte alors que l'œil se ferme, ce qui soulève le sourcil au lieu de l'abaisser. Voilà. Ça, c'est un signe paradoxal de Babinski qui fait la différence entre le spasme hémifacial et les seins sinisés après une paralysie faciale. Voilà, c'est ce qui donne le diagnostic, bien sûr, différentiel. Voilà, c'est le traitement. Ça, c'est le traitement par la toxine botulique qui donne des très bons résultats. J'aimerais bien qu'on, la prochaine fois, on parle de la toxine botulique dans le cadre de la paralysie faciale ou bien dans le cadre de quelqu'un qui présente le bruxisme. Voilà, ça donne des très bons résultats. Donc, bien sûr, parmi les pathologies touchées par cette spécialité, c'est les cancers des voies aérodigestives supérieures. Bien sûr, il faut savoir bilanter les malades. Il faut faire un bilan de carrefour aérodigestif. L'ouverture buccale, elle est très importante. Donc, je passe rapidement. Il faut savoir aussi faire un bilan de déglutition. Nous avons une cotation de 0 à 1, c'est la déglutition impossible jusqu'à la déglutition normale. Donc, ça, ce sont des détails. Bilan de la langue, la mobilité de la langue. S'il y a 0, aucune mobilité de la langue, la pointe ne dépasse pas les incisives jusqu'à une mobilité normale. Donc, il faut faire un bilan de la langue. Voilà, ça c'est le massage des cicatrices au niveau de la face et au niveau cervical. Quelques postures, s'il y a des lambeaux à la suite, parce que souvent c'est un cancer des voies aérodigestives, du pharynx, de larynx, de la langue. Voilà. Parmi les pathologies aussi traitées par la spécialité maxillofaciale, c'est les migraines. On cherche des points gâchettes, des points soit au niveau temporal, soit au niveau pariétal, soit au niveau occipital, et de libérer ces points. Donc, ces techniques de massage soulagent énormément le malade et ça donne des très bons résultats. Voilà, pour le frontal, pour le temporal. Voilà, donc il faut même, donc, avec l'examen palpatoire et un bon massage des lignes de tension, ça soulage énormément les malades. Voilà. Ça, c'est le massitaire. Et les cicatrices de la face. Voilà, une patiente qui a subi, bien sûr, une sorte de lifting. Hein, voilà, une ligne de tension. Il faut savoir libérer la ligne de tension avec la technique de 3 points. Donc, si on a l'occasion de... C'est une patiente qui présente une hypertrophie ici. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, aucun traitement médical ne peut donner des résultats, même la chirurgie, hein, ça ne donne rien du tout. Donc, c'est la compression. Donc, le kinésithérapeute peut faire recours à un conformateur facial de compression, voilà, qui donne un blanchiment de la cicatrice et par la suite une sauce. Ce blanchiment, c'est un signe d'époxy. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce qui donne par la suite la disparition de l'hypertrophie et ça donne de très bons résultats par la suite. Ça, c'est un conformateur, bien sûr, fabriqué directement avec le kinésithérapeute ou bien avec l'aide d'un orthoprothésiste. Voilà une cicatrice. Chez les brûlés, j'espère que la prochaine fois, on peut consacrer une séance pour les brûlés. Je passe rapidement. Voilà, ça, je vous donne quelques exemples que j'ai bien sûr inventé moi-même. Hein. Ça, c'est dans le service des brûlés. C'est une patiente qui a une brûlure de la face. C'est quoi ça? Ça, c'est une posture d'extensivité intrabuccale. On a utilisé bien sûr des sondes. Ce sont des sondes urinaires. Hein. On a gonflé les sondes à l'intérieur avec les dents serrées. Et par la suite, regardez le blanchiment. C'est ce qu'on cherche, c'est le blanchiment, c'est l'étirement. Et par la suite, ce qui va permettre d'éviter une rétraction au niveau de la commissure labiale et par la suite l'imitation de l'ouverture buccale par une microstomie. Voilà, ça c'est un étirement
intrabuccale. C'est une posture qui donne de très bons résultats chez les patients brûlés de la face. Voilà un patient qui avait une brûlure de la face, voilà, avec une hypertrophie, voilà, à qui j'ai fabriqué, bien sûr, confectionné un conformateur. C'est le premier conformateur facial fabriqué au Maroc. Voilà. Et par la suite, voilà le résultat après 2 mois d'utilisation de conformateur facial. Voilà un patient qui présente une microstomie avec une rétraction de la commissure labiale, avec une très bonne rééducation, la technique de 3 points, et le patient peut récupérer l'ouverture buccale par la suite. Voilà. Ça, c'est le NOMA, c'est une pathologie qui est connue en Afrique. Bien sûr, c'est une sorte de tumeur, hein. Donc, ça, c'est la rééducation maxillofaciale peut toucher ce genre de patient. Mais je préfère qu'on s'arrête au niveau chez les patients brûlés, parce que nous avons que la rééducation intéresse aussi la chirurgie esthétique après un lifting. Bien sûr, il faut maîtriser bien le drainage lymphatique de la face et du cou. La chirurgie esthétique de la face et du cou, je répète, je reçois, c'est l'actualité, hein, c'est l'actualité, et la rééducation vraiment touche cette spécialité d'une manière très importante. Le chirurgien plasticien ne peut pas faire un acte chirurgical sans avoir, bien sûr, sans envoyer le malade chez un bon kinésithérapeute ou bien un kinéplasticien. On parle d'un kinéplasticien, c'est la kinéplastie. Et merci à Marwan. C'est Marwan? Oui, je suis avec vous. C'est bon? Donc, oui, c'est le best. Donc, je vous remercie pour l'exploit de traiter un sujet aussi vague en si peu de temps. Je sais que ça n'a pas été une mince affaire, puisque traiter d'un sujet qui est aussi vague c'est une hyper spécialité, je vais dire, avec un si peu de temps, je sais que c'est pas facile. Donc, on vous remercie pour cet effort. Merci à vous. Euh, Avant de clôturer, j'ai deux petites questions. Il y a Monsieur Yahya Al-Qaïti qui souligne le fait que c'est une spécialité qui est difficile et que le fait qu'il faut quand même une certaine expertise et un certain savoir-faire et une certaine connaissance pour pouvoir pratiquer ce genre de thérapie et de ne pas tomber dans des erreurs. Et donc, il insiste sur ce fait-là. Et d'autre part, il pose la question sur le fait quel est le traitement dans le cas de trismus facial et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas de trismus. Très bien. Euh, le trismus facial, le trismus en général, souvent ce sont des malades qui viennent après les séances de la radiothérapie. Après des séances de la radiothérapie, euh, bien sûr, dans ce cas-là, le malade se trouve devant un pronostic vital. Même le médecin ne fait pas attention à les séquelles de la radiothérapie au niveau de la face. Même le médecin. C'est la même chose qui se pose au niveau de cancer du sein chez la femme. Le médecin ne fait pas attention. Après les séances de la radiothérapie chez la femme, après ablation de sein avec un cancer du sein, on se trouve devant une épaule bloquée. Une épaule bloquée. La même chose, le médecin ne fait pas attention parce que l'essentiel c'est de sauver le malade. Même le malade ne fait pas attention à l'ouverture buccale qui commence à perdre bien sûr l'ouverture buccale. Pour lui, c'est le pronostic vital. Après les séances de radiothérapie, le médecin a traité à 100% le cancer.
le malade, malheureusement, se trouve devant une ouverture buccale impossible. Impossible. Et dans ce cas-là, bien sûr, si on arrive à gagner quelques millimètres pour, bien sûr, donner une certaine qualité de vie au malade, c'est déjà pas mal. Parfois, le malade suite. Il y a des malades, bien sûr, qui conservent la denture à 100%, mais la denture devient très, très fragile pour mettre des postures d'ouverture par les abaisse-langues. Le malade ne supporte pas parce que se trouve avec des gencives fragiles, bien sûr, avec des dents qui sont aussi fragiles. Donc, vraiment, c'est dramatique. On essaie de faire doucement et de relâcher un petit peu et de gagner quelques millimètres. C'est tout. Hein. On n'a pas le choix. Nous sommes devant des articulations ankylosées avec vraiment des rétractions musculaires impossible de récupérer l'élasticité des masséters après un tresmus. Mais en général, si le patient, parfois les malades font une extraction dentaire et lorsqu'ils appliquent ou bien la mise en place d'un appareil dentaire, dans ce cas-là, doucement, on peut utiliser des postures d'ouverture et on peut gagner l'ouverture buccale. Mais quand même, il faut chercher toujours des points d'appui dentaire qui sont faciles et on peut gagner. Mais c'est difficile, hein? Oui, c'est marrant. Je vous remercie pour votre réponse. Donc, nous n'avons pas d'autres questions qui sont parvenues. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre présentation d'une clarté et d'un sujet qui est intéressant. Et au nom de l'Association marocaine des physio-kinésithérapeutes du secteur libéral et de l'Union, je réitère notre remerciement. Et si vous avez un mot de la fin avant de clôturer. Voilà, c'est Marwan, shukran. Merci pour l'association des physiokinésithérapeutes marocaines, bien sûr, de la région Casablanca, Estade et l'Union. كنستغل الفرصه هذه باش نشكركم جميعا ونشكر السي مروان وكيحصل لي الشرف انني نكون الناس اللي تحت لهم الفرصه يكون معكم هذه الليله هذه. كنتمنى ان شاء الله تحيد الحجر الصحي ان شاء الله وداروا دي جورني دي كونغري qui vont toucher cette spécialité. Comme ça, on peut travailler directement avec des ateliers pratiques, Inch'Allah. Et je vous souhaite bon courage à Marwan et à les collègues d'Yalek. Merci à tout le monde. Alors, notre cher prof, Sib Labès. Oui. Merci, c'est vraiment très intéressant. Chez Kulchili, faire de présentation comme là. Alors, vraiment, رجعتي بينا شويه واحد 15 16 عام وكثر ولا ربما كاين دي كوليغ اللي اكثر من 20 عام. عاودنا تذكرنا لي كور اللي كنا كندوزو معاك. الوغ سي فريمون تبارك الله عليك استاذ بلعباس. صافي بليزير والله لا صافي بليزير. كوليغ مروان الخطاب وموعدنا ان شاء الله في الويبينار. ان شاء الله صافي بليزير بور موا. الايام والاسابيع القادمه ان شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.